Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à la chaîne nationale. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver, de vous savoir nombreux assis devant vos postes téléviseurs à suivre votre rendez-vous dominical portrait qui retrace le parcours des acteurs publics et privés tout en mettant en évidence leurs actions à travers nos différentes rubriques. Ce soir, nous braquons nos projecteurs sur Monsieur Roland, bienvenue au CEBI Ibarra. Monsieur Osibi Ibarra, bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste. Bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Merci beaucoup Madame. Monsieur Osibi Ibarra Roland, bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Mais qui est-il et que fait-il dans sa vie de tous les jours? Pour le savoir, je vous invite à suivre son portrait dressé par notre chroniqueur Ange Clotaire et c'est tout de suite. Parmi les sommités médicales dont le Congo peut se vanter, figure Bienvenue Roland Osibi Ibarra, professeur agrégé en maladies infectieuses, aussi professeur titulaire des universités du CAMES, Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Ce grade est le couronnement d'un parcours classique d'un enseignant-chercheur débuté en 2013. Cette année, il devient vacataire à l'université Marien Ngouabi et un an plus tard, il est recruté en qualité d'enseignant-chercheur à la faculté des sciences de la santé de l'université Marien Ngouabi. En 2017, Bienvenue Roland Osibi Ibarra est promu au grade de maître assistant. 12 mois après, il est nommé chef de service des maladies infectieuses au CHU de Brazzaville. Comme fonction et charge associée du professeur Bienvenue Roland Osibi Ibarra, celle de directeur du programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, encore appelée maladie du sommeil au ministère de la Santé et de la Population, président de la Société congolaise de pathologie infectieuse et tropicale, enseignant associé à la faculté de médecine de Marseille en France, président du comité de lutte contre les infections nosocomiales et médecin conseil de la BDAC, Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Une vraie vocation médicale qui n'a jamais émoussé sa vocation religieuse. C'est du fait de cette dernière qu'il a quitté une fois le CHU de Brazzaville. Envoyé en Europe par Monseigneur Ernest Kombo, il est allé suivre des études de théologie. Brillant dans sa formation théologique en Europe comme au Congo, il l'interrompt pour des problèmes de santé, à savoir des difficultés à dormir. C'est en 2009 qu'il laisse la voie de la prêtrise pour renouer avec le monde de la santé. Marié et père de 3 enfants, le professeur Bienvenue Roland Osibi Ibarra est auteur de plus de 60 publications scientifiques dans son domaine et directeur de plus de 8 thèses de doctorat d'État en médecine et de mémoire. Il demeure un homme porté vers la religion pour laquelle il voue une totale dévotion, ceci malgré le fait de n'avoir pas atteint la prêtrise. De retour sur ce plateau, professeur, nous venons là de suivre votre portrait dressé en peu de mots par notre chroniqueur. Avez-vous un commentaire? Merci Madame la journaliste. Votre chroniqueur a présenté là un portrait qui est réel et d'actualité, auquel portrait je souscris à toutes les informations qui ont été donc diffusées à travers ce portrait. Comme vient de le dire notre chroniqueur Ange Clotaire, vous êtes professeur, chef de service des maladies infectieuses au CHU de Brazzaville. Comment définissez-vous les maladies infectieuses?
Pouvez-vous nous citer quelques-unes pour éclairer le public? Les maladies infectieuses, c'est un ensemble de plusieurs maladies dont les modalités de transmission sont diverses. Ces maladies sont dues à des pathogènes, donc l'agent causal, ça peut être un virus, ça peut être une bactérie, ça peut être un champignon et ça peut être aussi un parasite. Donc, comme nous aimons le signifier dans le jargon de l'infectiologie, ce sont les 4 tiroirs. Donc, c'est un ensemble de maladies qui agressent l'homme et dû à donc, ces organismes que nous venons donc de signifier et qui causent donc la maladie chez l'homme qui contracte donc soit ce virus, soit ce parasite ou la bactérie ou ces champignons. Pouvez-vous nous citer quelques-unes? Il existe plusieurs maladies infectieuses. Les maladies infectieuses sont classées selon qu'il s'agit des maladies d'origine virale. Par exemple, vous avez le VIH, qui est la pathologie phare de notre spécialité. Et vous avez par exemple les maladies à potentiel épidémique et qui sont au dossier à prévention vaccinale, comme la rougeole, comme la varicelle. Et ce sont là donc des maladies d'origine virale, mais on a aussi des maladies d'origine bactérienne et qui posent aussi des problèmes de santé publique, avec comme par exemple la fièvre typhoïde, on appelle donc les salmonelloses, ce sont des maladies donc dues à des bactéries. Et vous avez des maladies qui sont d'origine parasitaire, comme le paludisme, qui est une maladie qui concerne pratiquement tous les pays africains, et pour ne pas dire les pays qui sont dans un climat tropical. Et donc les pathologies tropicales, vous avez aussi des maladies mucosiques qui sont dues donc à des champignons, comme par exemple les maladies à candida, la candidose. Vous avez par exemple la cryptococose, c'est des maladies qui sont retrouvées chez les personnes qui ont le VIH, mais qui sont dues à des champignons. Elles sont classées parmi les maladies d'origine mucosique. Et nous avons des maladies, comme je l'ai dit, donc tantôt d'origine aussi virale. Voilà un peu comment on répertorie les maladies infectieuses qui ne sont pas, qui sont au nombre de plus d'une centaine de maladies infectieuses comme ça. Et c'est ce qui fait la spécialité de maladies infectieuses. Professeur, depuis un certain temps, le monde fait face à une nouvelle épidémie que l'on appelle Mpox ou variole du singe. Pouvez-vous nous parler en quelques mots de cette maladie? Il s'agit là donc d'une maladie infectieuse transmise à l'homme par contact direct avec un animal infecté, trouvé mort ou vivant, mais qui aussi a dépassé les frontières, qui se contamine d'homme à homme par contact direct et principalement par mode de vie sexuelle. Donc c'est une maladie qui dans certaines localités sévissait sur le monde endémique, mais ça a pris une transition épidémiologique et ça devient comme une véritable épidémie. C'est le cas par exemple dans notre pays, le Congo. Oui, donc c'est une maladie infectieuse. Voilà. Professeur, certaines personnes pensent que cette maladie n'existe, sinon n'est pas encore arrivée ici au Congo. Ces personnes pensent, disent et même affirment que c'est une invention de la part du corps médical, non seulement pour traumatiser la population, mais aussi et surtout pour vous faire plus d'argent auprès de l'État. Que répondez-vous face à ces affirmations? Oui, la population, quand elle n'est pas informée, elle tente de trouver des solutions dans son imagination propre. Il faut déjà d'emblée dire, madame la journaliste, que la maladie actuelle a une histoire. Et tout commence par la variole. Vous savez, la variole, c'est une maladie ancienne. Depuis le 4e siècle, et en Asie, notamment en Chine, on a connu l'avènement de la variole. Et 3 siècles après, donc au 7e siècle, en Inde également, cette maladie, la maladie de la variole, a sévi en Inde. Et quelques temps après, l'Afrique de l'Ouest a connu la maladie. Et au 18e siècle, la maladie, notamment la variole, est arrivée en Europe. Voilà l'histoire, elle est arrivée en Europe. Et quelques temps après, la maladie est arrivée
sous forme précise, donc le monkeypox, la variole du singe, ce n'est pas une invention humaine. En 1958 à Copenhague, donc nous sommes au Danemark, et donc les premiers cas de Mpox ont été donc identifiés chez les primates qui contaminaient les hommes. Et en 1970, et la République démocratique du Congo a notifié les premiers cas à partir des animaux sauvages. Donc ce n'est pas une invention humaine. Et pour le Congo, donc notre pays, il faut dire que la maladie Mpox existait depuis 2022, mais sous le mode endémique au niveau de la Likwala. Et actuellement, la maladie a pris une transition épidémiologique assez caractéristique, assez inquiétante. Ça veut dire quoi? La maladie s'est déplacée. Les pays qui n'avaient jamais notifié des cas commencent à notifier les cas de Mpox. Et c'est le cas par exemple de Burundi qui depuis là a notifié 796 cas depuis le début de l'année. C'est énorme. Vous avez par exemple la République centrafricaine, donc la RCA, qui a notifié depuis là 45 cas. Ce n'est pas une invention humaine. Et vous avez également la Guinée qui, depuis le mois d'août, a notifié un cas. Et la RDC, qui est le pays voisin, a déjà notifié depuis le 1er janvier 2024 plus de 19 000 cas. Et le Congo, notre pays actuel, s'il faut se référer aux données épidémiologiques renseignées par la direction de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie, au 35e semaine de cette année, on avait déjà eu à notifier beaucoup de cas et les départements concernés étaient donc aussi également notifiés. Donc le Congo a eu à notifier 166 cas dépistés et 21 cas confirmés au mois d'août dernier. Et les 21 cas étaient repartis dans 4 départements. Donc il y a le département de la Cuvette qui hier ne notifiait pas de cas de Mpox, qui a notifié 14 cas. Le département de Pointe-Noire non notifié, le département également de la Likwala et celui des plateaux. Donc ce n'est pas une invention humaine, c'est une situation qui est réelle. Les malades existent, ils ont été traités. Et nous, spécialistes en la matière, on peut affirmer que la situation de Mpox est une situation qui est réelle, qui est d'actualité et qui sévit dans plusieurs pays, parmi lesquels pays il y a le Congo, notre pays. Comment se fait la prise en charge de ces malades? Est-ce que c'est à l'État de prendre en charge les personnes atteintes de cette épidémie ou c'est les parents qui prennent en charge ces personnes? Avant de prendre en charge un malade atteint de Mpox, il faut savoir l'identifier. Il faut l'identifier. Il y a un système de surveillance robuste au niveau du ministère de la Santé et de la Population. Donc, dans les départements concernés par Mpox, comme dans tous les départements, le ministère de la Santé a mis en place le système de surveillance. Et il faut d'abord savoir définir ces cas. Donc, actuellement, la maladie se manifeste sous forme de fièvre qui peut être accompagnée des maux de tête, des douleurs articulaires et musculaires. Mais cette fièvre va être rapidement accompagnée d'une éruption cutanée. Donc on dit un tableau d'exanthème fébrile. Donc c'est des macules qui finiront par devenir des papules, des lésions vésiculeuses, donc c'est des vésicules qui vont donc se transformer en des pustules et en fait, en plus à des croûtes qui vont très faire mal. Et quand on a vu comme ça, on identifie, on fait des tests au moyen des prélèvements réalisés par des gens informés et formés. Et quand on a confirmé la maladie, et on prend en charge. Mais la prise en charge, pour répondre à votre question, la prise en charge, elle est quand même multidisciplinaire. Et elle est aussi efficace et efficiente, mais il s'agit d'une maladie virale. Il n'y a pas de traitement étiologique. Donc la prise en charge, elle est symptomatique. Ça veut dire quoi? Un malade qui est concerné par le monkeypox devrait bénéficier d'un traitement symptomatique. S'il y a la fièvre, on donne du paracétamol. Comme les croûtes, nous avons dit que ça fait très mal. Il faut donner le paracétamol. C'est un antalgique de palier 1. Parfois, on va avec un antalgique de palier 2 comme le tramadol. On ne cite pas trop les noms des médicaments pour éviter l'automédication. Mais on prend en charge symptomatiquement. Et quelquefois aussi, il faut des approches psychologiques. Parce que c'est un malade qui est touché. Parfois, des élèves n'arrivent plus à aller à l'école. Il faut les accompagner, il faut réinsérer ces malades. Parfois, c'est une maladie invalidante. Il faut donc surveiller, il faut accompagner ces malades-là. Donc la prise en charge, elle est efficace, elle est efficiente, mais elle est aussi effective lorsque le cas est confirmé. Donc c'est une maladie, le taux de létalité pour le cas d'espèce de notre pays, il est très faible, pour ne pas dire qu'il est nul. Mais sous d'autres cieux, la maladie peut évoluer vers les complications. Donc voilà comment un peu la prise en charge elle est faite. Elle sera faite dans des structures
habilités dans les formations sanitaires. Je crois que le ministère de la Santé est en train de former le personnel de santé pour être aguerri, pour arriver à prendre efficacement donc, en charge tous les cas de Mpox. Voilà. Et comme en nous parlant de la prise en charge, il faut dire que c'est une maladie qu'on peut prévenir. Et le seul moyen pour prévenir une telle maladie passe par le respect des règles d'hygiène. Il faut communiquer là-dessus. Et le ministère de la Santé s'en occupe. On communique sur les règles d'hygiène. Il faut se laver les mains à l'eau et au savon, utiliser les solutions hydroalcooliques, puisqu'il s'agit d'un virus qui est enveloppé, donc fragile. Mais il y a aussi un autre moyen, c'est la vaccination. Il existe un vaccin efficace qui concerne pour l'instant que la personne adulte. Et si elles sont vaccinées, ces personnes, eh bien, elles éviteront donc de contracter donc, cette maladie. Et également aussi, il faut éviter le contact avec de la distanciation avec des personnes infectées. Que la maladie se transmet dorénavant par voie sexuelle, il faut aussi donc se protéger pour ne pas être contaminé. Et il faut éviter donc des contacts avec des personnes touchées par cette maladie. Professeur, vous venez de dire que cela se transmet par voie sexuelle aussi. Justement, parlons à présent du VIH-Sida. Selon les statistiques, le VIH-Sida fait plus de victimes maintenant qu'il y a 10 ans en arrière. Nous avons aussi constaté le manque de campagnes de sensibilisation en ce qui concerne le VIH-Sida. Dites-nous pourquoi. Il faut dire que depuis l'avènement d'autres maladies à potentiel épidémique, on a connu Covid-19. Là, nous sommes avec le Mpox. On a tendance un peu à oublier cette maladie qui est une pandémie et qui continue donc de causer des dégâts humains, notamment donc l'infection VIH-Sida. L'Organisation mondiale de la santé a assigné comme objectif d'aller vers l'élimination de la transmission de l'infection VIH-Sida d'ici à 2030, donc dans quelques années. Mais il va falloir que les pays riment avec cet objectif qui est un objectif louable, assez exigeant. Mais vous savez, l'OMS s'est fixé comme objectif atteindre l'élimination de la maladie. Et l'OMS a défini un cadre stratégique. C'est les 3,95%. L'ONU-SIDA, ce qui voudrait que 95% des personnes qui sont infectées par le VIH connaissent leur statut sérologique. Et parmi les personnes qui connaissent leur statut sérologique, 95% soient mises sous traitement antirétroviral. Et parmi les personnes qui sont mises sous traitement antirétroviral, que 95% aient supprimé la charge virale. Donc c'est un objectif assez robuste. Mais pour y arriver, pour connaître son statut sérologique, il faut se faire dépister. Il faut se faire dépister. Et donc, comment se faire dépister? Il faut donc être attiré. Il faut que nous, les médecins, arrivent à donner la bonne information, sensibiliser la population pour se faire dépister. Autrefois, quand on était jeune, on louait les efforts tenus par les premières dames africaines. Et la Fondation Congo Assistance a eu à mener un combat. Et on salue là les efforts menés par la première dame, Maman Antoinette Sassou Nguesso, et qui était au front avec d'autres premières dames africaines et qui, depuis 1985, ont eu à mettre en place des politiques de riposte. On voyait même dans des écoles, dans des confessions religieuses, pendant les fêtes de Noël, de Pâques, on voyait comment, au moyen des moyens roulants, on informait la population sur les mesures préventives pour éviter l'infection à VIH-Sida. Comment on devrait opter pour le dépistage et comment les personnes étaient mises à temps sous traitement antirétroviral. Et fait comme ça, et la séroprévalence était en train de régresser. Mais si on se rapporte aux données de 2009, on était à 3,2%. Aujourd'hui, nous sommes allés à plus de 3,2%. Pourquoi? Parce que justement, cette politique préventive a connu quelques failles, mais on ne baisse pas les bras. Il faut qu'on se réveille d'un sommeil dogmatique, qu'on reprenne ce que les aînés d'hier nous ont donné comme message pour dire que pour aller vers l'élimination de maladies, il faut informer la population et l'information doit être faite par les personnes habilitées. Donc la bonne information par la bonne personne, au bon moment, au bon endroit, par un bon canal, donc les médias,
pour que la population se réveille d'un sommeil dogmatique. Ah tiens, il y a le VIH qui est toujours là, qui continue à faire des ravages, et on doit cibler la population et informer ces populations-là et leur donner des moyens à guérir pour justement donc éviter de se faire contaminer. Vous venez de dire qu'il faut communiquer, mais qui doit communiquer? N'est-ce pas vous, les agents de la santé? Le VIH tue. Plusieurs personnes meurent du VIH-Sida aujourd'hui. Enfin, depuis toujours et aujourd'hui encore plus. Moi, je pense qu'il faut qu'en tant qu'infectiologue, il faut que d'abord les infecteurs se réveillent de leur sommeil aussi. Il faut qu'ils soient accompagnés. Il faut que tout personnel de santé doit prendre à bras le corps ces mesures de riposte. Vous savez, au niveau du ministère de la Santé, il y a des programmes de lutte. Et pour le cas d'espèce, nous avons le programme national de lutte contre le sida. Et ce programme doit accompagner donc les praticiens, donc le personnel de santé, à mener à bien ces activités de sensibilisation. Donc avec le programme, il faut qu'on fasse corps pour aller vers les populations et donner le bon message, pas seulement à Brazzaville, mais au niveau, dans les départements. Il faut que le dernier Congolais arrive à comprendre que celui qui est au fin fond de la Likwala ou du Niari doit comprendre qu'il y a la maladie et comment je dois faire pour éviter cette maladie et comment je dois faire pour connaître mon statut sérologique. Et quand on a fait comme ça, et on est en train d'assurer les mesures de riposte. Même dans les administrations, il faut qu'il y ait ces messages-là. Il faut qu'il y ait ces affiches-là. Il faut que les personnes arrivent à comprendre que la maladie existe, comment je dois faire pour éviter cette maladie-là. Donc il faut vulgariser les mesures préventives. Donc il y a les mesures classiques, mais des mesures aussi actuelles. Les mesures classiques, ça veut dire quoi? C'est le port du préservatif, c'est l'abstinence, c'est la fidélité. Il faut communiquer sur ces mesures-là pour minimiser les risques de transmission. Et après, il y aura des mesures nouvelles qui sont d'actualité et nous y reviendrons pour dire comment on peut faire pour éviter donc, de contaminer l'autre si moi je suis contaminé déjà. Normalement, on ne devrait plus mourir de l'infection à VIH. Le VIH ne tue pas. On vit avec le VIH. On meurt plus du VIH, mais on meurt avec le VIH. Et ça, c'est au moyen des mesures préventives et curatives efficaces. Sœur, vous venez là de dire que le VIH ne tue pas, sinon on ne meurt plus du VIH-Sida, mais ça reste paradoxal pour le commun des mortels, puisque chaque jour on voit des personnes qui meurent à cause du VIH-Sida. Comment vous expliquez? Oui, malheureusement, Madame la journaliste, votre constat, il est réel. Depuis l'avènement des molécules antirétrovirales hautement actives, donc les ARV, les médicaments qu'on utilise pour traiter l'infection à VIH, les médicaments sont robustes, qui sont efficaces, cette stratégie a révolutionné l'histoire naturelle de l'infection à VIH. Et il y a une amélioration significative et spectaculaire, aussi bien de la qualité de vie et un allongement de l'espérance de vie. C'est pour cela que je dis qu'on ne meurt plus du VIH. Le VIH devient une maladie chronique. Dépisté précocement et le traitement pris précocement, on ne meurt plus du VIH. Parce que l'objectif de ce traitement, c'est de éviter la réplication du virus, donc de rendre indétectable la charge virale de façon durable dans le temps. Mais pourquoi on continue à mourir de l'infection VIH? Et le VIH ne tue pas. Le VIH ne tue pas. La bonne nouvelle, le VIH ne tue pas. Le VIH, c'est comme un virus qui rentre dans une maison, il ouvre les portes de la maison, il crée quelques dégâts, il s'en va. Et quelqu'un qui passait trouve une maison ouverte et il rentre, il prend ce qu'il a jusqu'à ce que la maison soit dévastée. Et du coup, la maison va s'écrouler. Le VIH fait pareil. Le VIH rentre dans l'organisme, le VIH détruit le système immunitaire. Vous voyez, madame, il détruit les anticorps. Et une fois que le système immunitaire est affaibli, et c'est un virus, c'est une bactérie comme le Mycobacterium tuberculosis, l'agent responsable de la tuberculose, qui va rendre l'organisme et qui va commencer à créer des dégâts. Et du coup, nous n'allons pas mourir du VIH, nous allons mourir de la tuberculose qui a trouvé un terrain libre et qui a causé les dégâts. Et le BK aussi, lui, va causer encore des dégâts de l'organisme. Et on meurt d'une infection opportuniste en lien avec un système immunitaire détruit par le virus VIH. Et si on prend à temps le traitement antirétroviral, et on va maintenir son système immunitaire de façon efficace et durable, et du coup, on ne pourra pas être en contact avec cette infection opportuniste qui va bien évidemment donc, détruire l'organisme et puis amener donc à la mort. Donc le seul moyen pour ne pas mourir de l'infection à VIH, c'est de se faire dépister précocement, de prendre précocement son traitement et de supprimer précocement la charge virale et d'éviter donc l'apparition non seulement des
des infections opportunistes, mais aussi des résistances qui sont cause de morbidité, de mortalité élevée dans cette population-là. Professeur, selon certaines indiscrétions, nous avons appris que dans votre domaine, ici en République du Congo, vous êtes le premier et en Afrique centrale également, vous êtes le premier. Et quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui aspirent un jour à embrasser votre corps de métier et ceux-là qui le pratiquent déjà? Moi, j'ai aimé les maladies infectieuses parce qu'il y a eu les gens devant moi. Donc mes patrons, mes pères dans le domaine de la médecine. Et je salue la mémoire de l'âme de mon patron, feu professeur Obengi, qui nous a entraînés sur ce chemin. Et je salue en passant mes 2 maîtres, donc le docteur Paul Jean-Claude Mandoki et Marie-Franck Purens, qui m'ont accueilli dans le service des maladies infectieuses. J'étais enfant, j'étais jeune et j'ai appris à aimer donc l'infectiologie parce que je voyais les Congolais souffrir des maladies infectieuses, des maladies pour lesquelles on pouvait en prévenir. Et aujourd'hui, je suis devenu professeur de maladies infectieuses et donc j'ai le devoir d'inciter les étudiants à aimer cette discipline qui est une discipline transversale parce que les virus, les bactéries, les parasites et les champignons vont partout. Donc ils parcourent tous les tissus, les organes, les appareils. Donc la médecine de demain va intéresser beaucoup d'infectiologues. Et vous voyez, par exemple, tous les pays africains connaissent des épidémies, des pandémies. C'est de l'essor des maladies infectieuses. Donc moi, s'il y a un conseil à donner aux étudiants, c'est d'aimer les maladies infectieuses et de ne pas avoir peur de ces personnes atteintes par ces maladies et de les fréquenter et de choisir faire maladie infectieuse parce que le problème de médecine en Afrique tropicale de demain est celui donc de la riposte contre les maladies infectieuses. Vous voyez, nous sommes en train de vivre un véritable changement climatique et les pathogènes vont donc apprendre à résister davantage, à émerger davantage. On parle des virus émergents, comme le Mpox, c'est un virus qui commence à émerger. La Covid-19, c'est un virus qui commence à émerger. Donc la médecine de demain va interpeller les infectiologues. Maintenant, pour mes confrères infectiologues, nous formons un socle. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons donc travailler ensemble, la main dans la main, pour rehausser donc le niveau de notre spécialité ici au Congo. Professeur, quels sont les bons et mauvais moments qui ont marqué votre vie, aussi bien sur le plan professionnel que familial? Depuis mon jeune âge, j'ai été appelé, j'ai la ferme conviction, par le Seigneur pour être prêtre, pour être religieux, prêtre. Et j'étais au séminaire en Europe, j'ai eu des problèmes de santé énormes, et ce qui a fait que, regagnant le pays, j'ai pu continuer donc, à cheminer, à répondre favorablement à l'appel de Dieu comme prêtre. Et ça m'a bouleversé énormément. Et c'est le seul moment, et c'est une croix que j'ai été obligé de porter. Au niveau professionnel, devenir médecin, ça demande de l'endurance, de la persévérance. Et à chaque fois, il fallait se remettre en cause. À présent, place au témoignage. J'entendais parler de lui les années 2013, parce que c'était l'un des grands prescripteurs d'antirétroviraux au CHU de Brazzaville, l'un des grands, je dis bien, alors que moi j'ai travaillé au CTA, et je pensais que c'était l'unique service où on gérait des malades qui vivent avec le VIH. Et je voulais bien le rencontrer un jour, mais je n'avais pas d'occasion, et en 2018, le Congo a validé un document de prise en charge des malades vivant avec le VIH-Sida. On s'est retrouvé à Blanche-Comès dans la salle de validation et il m'a beaucoup impressionné dans ses interventions sur la co-infection VIH, tuberculose. Là, j'étais très ravi de le voir. Ah, c'est lui le professeur Osibi. Bon, il était docteur à l'époque, docteur Osibi. Et j'étais très impressionné. Je l'ai trouvé très ambitieux, ne reculant pas devant les difficultés, parce qu'il devait préparer des cours qui prenait beaucoup de livres d'abord, il le retenait par cœur. Je me disais, mais quoi, c'est un monstre, comment il arrive à faire ça? Et puis plus tard, quand il a satisfait, il était très entrepreneur dans le service, il voulait rénover, il voulait faire de ce service un service donc un peu particulier du CHU de Brazzaville, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Il est très ambitieux, très déterminé, très créatif,
parce qu'il a permis, il a tout fait de mettre en place des stratégies de lutte et de prévention contre le VIH, par exemple, et de prise en charge même, qu'on n'a pas trouvé encore ailleurs au sein du CHU. En dehors de CTA d'où je venais, on peut faire des groupes de parole des malades, et c'est lui qui a initié ça. On peut nourrir des patients dans le service. Il a lancé une unité de suivi nutritionnel des patients avec son propre, et il a permis à ce que le service soit totalement informé de la maladie et de la prendre en charge typiquement conformément à sa vision. Et c'est ce qui se fait actuellement. C'est un conseil particulier parce que, évidemment, il fait plein de choses. Je sais qu'il entreprend beaucoup, il est à gauche, à droite. Il entreprend des grandes initiatives. Bon, souvent on dit qu'il trop embrasse mal le train, mais il s'en sort très bien. Peut-être que ce qu'il faut faire pour éviter de sombrer devant un burn-out, c'est d'essayer de suivre, tout ce qu'il a un psychologue dans le service, de suivre par exemple les instructions en lien avec la gestion du stress pour ne pas sombrer dans le burn-out qui est un stress professionnel qui peut mettre quelqu'un à plat de façon qu'on n'ait pas empiété sur son avenir. Sinon, il est très entreprenant parce qu'il est à gauche, à droite, il fait tout à la fois et de manière très coordonnée. Mais je pense qu'il travaille très lourd pour lui. Il est très jeune, mais bon, très ambitieux. J'espère que si on réussit à le canaliser dans la gestion du stress, je pense qu'il pourra faire de grandes choses. Nous venons de suivre le témoignage d'un de vos collaborateurs. Quels commentaires faites-vous? Avec des collaborateurs, on a toujours des liens de collaboration. Et puisque le point commun, c'est le malade. Donc certainement, il me voit à l'œuvre, il me voit faire. Et ce qu'il dit, il le dit de tout son cœur. Donc ce témoignage, moi, je pense qu'il est juste, qu'il est recevable. Dites-nous, que faites-vous pendant vos moments de relâchement? Je suis fervent chrétien. Et quand je ne suis pas à l'hôpital, je suis à l'église pour me ressourcer. Et quand je ne suis pas à l'église, eh bien, je fais le sport. J'ai marqué les générations. Et donc, quand j'ai rien à faire, je fais le sport. Et c'est le football. Professeur, qui est votre musicien préféré? Musicien préféré, c'est une question qui me surprend. Mais je dirais que Redi Amissi, c'est un musicien qui m'a marqué. Et quand je l'écoute, quelquefois je me dis comme s'il chantait pour moi. Parmi tant d'autres, que je pense que Redi Amissi m'a marqué. Seulement, permettez-moi de rire, vous avez dit un peu plus haut que vous avez manqué d'être membre du clergé. Je m'attendais à ce que vous me dites que votre musique préférée, peut-être pas musicien préféré, la chorale Émile Biaenda par exemple. C'était une parenthèse, professeur. C'est quoi votre plat préféré? Vous savez, madame, là, vous m'avez eu et je reprendrai cette question en lingala, en langue locale. Madame Oyebi, si vous voulez m'avoir, même si je n'ai pas d'appétit, Eli Mosaka. Mosaka Nangoki, Tonambisa Mokalu, on dit la Mwamba. Ce que l'ambingango, madame, au conquérir. C'est le seul plat qui m'a conquis jusque-là, la Mwamba. Professeur, Olia Rangona Nini. Na kwanga, na mosombo ou na fufu, na makemba? Non, c'est-à-dire, nous sommes les enfants des villageois. Avec le foufou, on a tout clôturé. Donc avec le foufou, la Mwamba, moi, si vous me donnez ça, vous me demandez de revenir, je peux me revenir 10 fois dans votre maison que pour ça, parce que là, vraiment, vous m'avez eu. Professeur, votre mot de fin? Le mot de fin serait de voir les personnes nous accompagner, nous doter en outils informatiques, nous doter en moyens de prise en charge, parce que 95% des malades sont des pauvres. On arrive parfois à faire des cotisations pour acheter le médicament aux malades appauvris.
Donc si le public, si les dirigeants qui nous suivent peuvent nous aider à révolutionner la prise en charge des maladies infectieuses au Congo, nous serons les plus heureux. C'est ça mon message de fin. C'est donc cette clameur qui vient à point nommé pour tendre la main auprès des dirigeants, auprès des autorités, auprès des hommes de bonne volonté, de nous accompagner, de nous aider à aider la population à retrouver la santé dans le domaine des maladies infectieuses. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés au terme de cette émission et nous osons croire qu'à travers ces différentes rubriques que nous vous avons proposées, vous avez ainsi pu découvrir qui est le professeur Roland Bienvenu au CIBI. Merci à toute l'équipe technique de l'émission Portrait. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 19h pile, pour découvrir un nouveau portrait. D'ici là, prenez soin de vous.